Bonjour, je suis Alice et vous écoutez le podcast de Ma Génération, l'émission qui analyse la génération Y, née entre 1980 et 2000, et sa quête de sens au quotidien. Bonne écoute! Ce premier épisode sera consacré à l'introduction du podcast et le récit de mon histoire personnelle pour illustrer le but et le contexte de cette émission. Ma génération, qu'est-ce que c'est ? Un podcast qui a pour objectif d'aborder les problématiques de celles que l'on nomme Y, des vingtenaires aux quarantenaires, et les différents obstacles et défis auxquels ils font face. À savoir qu'ils ne sont pas les mêmes à 20, 30 ou 40 ans. D'un côté, on sort de l'adolescence, et de l'autre, on se dirige progressivement vers la moitié de siècle. Pourquoi ai-je voulu aborder ce sujet ? Tout simplement car je me suis rendu compte que l'heure était au questionnement autour de moi à partir du moment où l'on commence à rentrer dans les études. Que l'on entame son premier boulot ou que l'on exerce son travail depuis quelques années déjà, la notion de questionnement de soi est omniprésente chez la génération Y et d'autant plus chez celle qui suit. Dans un contexte de crise climatique, économique et sociale à l'échelle mondiale, nous sommes de plus en plus à nous questionner sur l'utilité de nos vies et plus exactement de nos métiers et ce à quoi ils servent. J'ai réalisé que la notion d'utilité apparaissait de plus en plus. La génération Y, mais aussi la génération Z qui nous succède, veut donner un sens à sa vie et plus seulement, à l'instar de la génération de nos parents, faire des études, travailler et suivre un schéma préconstruit. La question du féminisme, de l'écologie, du genre, de la classe sociale et tant d'autres sont abordées à l'échelle planétaire dans un contexte de numérisation croissante, mais aussi une volonté de décroissance. De mon côté, je suis née entre deux univers. Celui du début des années 90, où les Walkman, magnétoscopes et le Minitel étaient encore les principaux vecteurs de communication, puis celui du 2.0 où tout s'est accéléré à vitesse grand V. Je souhaiterais aujourd'hui aborder une partie de mon histoire qui, je pense, parlera à de nombreuses personnes de ma génération, à la frontière entre ces deux mondes. Voici comment je me suis perdue en route, puis retrouvée. Nous sommes en 2014, je suis diplômée d'un master de tourisme culturel à l'université et je termine mon stage dans une agence de voyage assez prestigieuse. J'ai des idées au plein la tête et je décide donc de poursuivre dans le domaine du tourisme durable qui avait fait l'objet de mon mémoire. Donc j'ai dans l'idée de travailler en tant que chargée de production, c'est-à-dire à la fois élaborer des itinéraires touristiques, gérer les relations avec les prestataires locaux, mais aussi valoriser leur patrimoine de manière éthique. Donc, pour faire simple, ça voulait dire aider les pays en voie de développement à valoriser leur culture, développer leur économie, tout en conservant leur autonomie. Ça voulait dire également s'éloigner du tourisme de masse et favoriser un tourisme qui était plus respectueux de l'environnement et des cultures. Premier obstacle auquel je me confronte, on m'informe que malgré mes 5 ans d'études et la publication de mon mémoire sur le sujet, je dois plus ou moins retourner à la case départ. C'est-à-dire travailler minimum 4 ou 5 ans en tant que vendeuse de voyage, puis éventuellement passer au stade supérieur de la production, mais ça sera plus en tant qu'assistante, donc en fait un espèce de prolongement de la vente avec quelques missions par-ci par-là, et puis 2-3 ans plus tard, éventuellement espérer passer, si une place se libère, par exemple qu'une personne part à la retraite, espérer passer chargée de production. Donc ça fait beaucoup de si. Deuxième complication, le tourisme équitable est un secteur de niche et en fait on n'y accède pas aussi facilement que ça. Il me faut d'abord une expérience en associatif ou en environnement, mais aussi en communication pour pouvoir éventuellement prétendre à un poste, parce que la concurrence est rude. Je décide que je n'ai pas vraiment envie de passer par la case vente, que j'aurais pu obtenir en faisant un BTS et pas en me fatiguant à faire autant d'études.
Et donc de réfléchir à une autre alternative, tout simplement. Je décide alors d'intégrer un secteur parallèle en espérant pouvoir faire le pont par la suite. Donc j'intègre une entreprise qui est spécialisée dans la communication durable afin d'inciter les plus grandes marques françaises à réduire l'impact carbone de leur communication et puis d'investir dans des moyens de promotion qui sont plus écologiques. Sur le papier, ça me semblait assez proche de mes idéaux. Et puis même si je m'éloignais un peu de mon objectif professionnel, j'allais bien finir par faire la passerelle entre les deux. En réalité, je déchante assez rapidement. Ces 6 mois en entreprise se passent mal, je dirais même très mal. Je me trouve alors confrontée à l'un des principaux maux de ma génération, qui est la Startup Nation. Je suis, comme de nombreuses personnes de la génération Y, née dans l'univers startup. Alors quand je dis née, j'exagère un peu, c'est-à-dire qu'à la sortie de l'université, j'étais vraiment en plein boom de ce type d'initiative et j'étais convaincue du côté positif de cette forme d'entreprise et je le suis encore. Je dis juste qu'il y a un bon côté et un mauvais, comme dans beaucoup de choses. C'est-à-dire que pour moi, c'était une opportunité parce que ça permettait d'entrer dans une structure qui véhiculait des idées nouvelles, un esprit de travail familial, parce que souvent ce sont des petites équipes qui se réunissent autour d'un projet qui leur tienne à cœur, la sensation d'aller toujours plus loin, d'être à l'affût des dernières nouveautés. Sauf que qui dit start-up dit budget limité, dit employés limités et temps de travail maximisé. Donc je me retrouve à travailler près de 70 heures par semaine et me perdre petit à petit. Mes journées s'organisent de la façon suivante: prospecter les clients, argumenter au téléphone, faire une estimation tarifaire, envoyer des devis et aller régulièrement en rendez-vous. La liste de clients potentiels se rallonge et finit par me déborder. Plutôt que de me dire qu'il faudrait embaucher une seconde personne pour diviser ce portefeuille client, je me remets en question. Parce que je suis jeune et parce que je débute dans le milieu professionnel. Or, j'ai environ une centaine de clients à gérer et j'ai à peu près 2 semaines pour organiser des rendez-vous, ce qui est de l'ordre de l'irréalisable. On me dit que je ne suis pas à la hauteur, que je devrais travailler plus vite et j'écoute ce que l'on me dit. Je rentre chez moi épuisée à 23h, je rêve de mes propositions clients la nuit, j'arrive le matin avant tout le monde, je repars la dernière. En réalité, je finis par ne plus sortir parce que je suis épuisée, je ne fais plus rien le week-end, je pleure tous les soirs, de nerfs en fait, j'ai les nerfs qui lâchent parce que je n'arrive vraiment pas à relâcher la pression et je réalise tout simplement que je suis en burn-out. Donc au bout de 6 mois, je décide de mettre un terme à cette relation malsaine vis-à-vis de mon travail. Je me dis que j'ai échoué, que je n'ai pas réussi à effectuer les missions qu'on me demandait, que je suis une incapable et je me questionne sérieusement sur mon avenir. Mais je me dis aussi que j'ai acquis une solide expérience dans le domaine du relationnel et de la communication durable. Donc j'espère pouvoir revenir au métier de mes rêves. Manque de bol, on me dit que mon expérience est toujours insuffisante. Qu'à cela ne tienne, je décide de repasser par la case stage en intégrant une ONG en tant qu'assistante de communication. Là, je me dis 2 choses. À l'issue de ce stage, j'aurai appris à maîtriser les outils digitaux, qui sont aujourd'hui des éléments phares dans n'importe quel secteur professionnel.
Et en plus de cela, je vais intégrer une structure qui se rapproche largement de mes valeurs professionnelles et personnelles, puisqu'il s'agit d'une ONG qui œuvre pour des causes similaires au tourisme durable et équitable. Malheureusement, durant ce stage, on me fait de nouveau comprendre que je ne vais pas assez vite, que je n'arrive pas à suivre le rythme de l'association et que je dois mieux me former aux outils digitaux. Donc certes, je suis stagiaire, je débute, il est bien normal que je balbutie au début, mais il y a une autre réalité. En fait, je suis seule sur 4 postes différents. C'est-à-dire qu'il y a 4 pôles différents dans le secteur communication de cet asso. Il y a le département journalisme, partenariat, organisation d'événements et community management. Et moi, je suis sur les 4, au four et au moulin. Je mets le carburant, je me dis je suis jeune, je suis stagiaire, j'ai de la vitalité, donc je mets le carburant pour me mettre à la page sur les réseaux sociaux, la création graphique, mais aussi l'écriture journalistique, qui est très importante dans le domaine de la communication. Mais à ces reproches viennent s'ajouter d'autres reproches, puisqu'on me dit également que je ne suis pas assez présente. En fait, il se trouve que durant mon stage, il y a une très grosse catastrophe humanitaire. Et de nombreux stagiaires viennent le dimanche pour aider l'association. Et moi, à ce moment-là, j'avoue que j'en ai pas le courage parce que je suis épuisée en fait à force d'essayer de rattraper mon retard. Et je décide de prendre une pause, tout simplement, parce que je suis fatiguée. Mais en fait, on me fait comprendre que eh bien, j'aurais dû venir, que l'humanitaire, c'est une question d'engagement, que c'est un domaine qui est spécial et qu'il faut vraiment donner de sa personne jusqu'au bout. Donc moi, bien évidemment, je culpabilise. Et pour me rattraper, je reste plus tard le soir, je participe à de nombreux événements organisés par l'asso, en tant que bénévole, bien évidemment, parfois des week-ends entiers. Tout ça pour la somme de 500 € par mois. Et je n'ose pas dire quoi que ce soit. Parce que j'ai peur que si je parle d'argent, on m'accuse de pinailler sur les sous, alors que, une fois de plus, l'humanitaire, ça n'est pas une question de salaire, mais d'engagement. Et ce sentiment de culpabilité me pousse à travailler davantage et à m'épuiser. Bon, le stage se passe tant bien que mal, je m'entends tout de même bien avec mes collègues, le fait de travailler aussi souvent ensemble, eh bien, ça rapproche. Je termine mes 6 mois avec une bonne base en communication, ainsi qu'une meilleure compréhension des enjeux humanitaires et des méthodes pour mieux valoriser la culture des peuples marginalisés, des pays en voie de développement. Donc ce sont là de superbes clés pour intégrer le secteur du tourisme durable. Je contacte les agences, c'est toujours la même réponse. Expérience insuffisante, bon, je me dis que je dois peut-être consolider mon expérience dans le domaine du tourisme. Et il se trouve que là, en fait, mon conjoint doit être muté à Dublin et je décide de regarder ce qui se fait en Irlande. Je me dis que peut-être un nouveau pays m'offrira voilà, la possibilité d'un nouveau départ et puis ça me permettra d'ajouter une pierre à l'édifice, de renforcer mon expérience dans le secteur touristique, puisque c'est quand même le secteur de base dans lequel je veux travailler. Et je trouve assez vite un poste en tant que rédactrice touristique auprès d'une grande marque française qui est installée à Dublin. Et ça se passe plutôt bien parce que je découvre les joies du management à l'horizontale, c'est-à-dire que les rapports sont beaucoup moins hiérarchiques. Voilà, il y a un dialogue qui est beaucoup plus simple. Et puis, on se focalise aussi bien sur les bonnes choses que sur les mauvaises. En fait, on n'est pas sur le conformisme à la française qui est vraiment de se focaliser sur les points négatifs pour trouver des axes d'amélioration. Ici, c'est un petit peu le contraire, c'est-à-dire qu'on valorise les bonnes choses et ensuite on dégage les perspectives d'amélioration. Et moi, ça me fait vraiment l'effet d'un espèce de coaching en fait, qui est très bénéfique, qui est très positif et je m'améliore beaucoup. Et j'apprécie beaucoup voilà, cette forme de travail. Bon, il se trouve qu'au bout de 4 mois, mon conjoint n'obtient malheureusement pas son poste à Dublin et on décide d'un commun accord de rentrer à Paris. Moi, la vie française me manque. Je réalise aussi que, voilà, même si je me suis vraiment bien amusée, j'ai rencontré de superbes personnes avec qui j'ai encore contact aujourd'hui. J'ai travaillé vraiment pour une grosse structure touristique et je me suis un petit peu éloignée de
on va dire, de mon domaine de base. Mais j'ai acquis de nouvelles compétences et lorsque je rentre à Paris, je déchante à nouveau parce que je réalise que le milieu du tourisme durable, en fait, est trop restreint pour l'instant. Et je décide, pas de laisser tomber, mais d'y revenir plus tard, d'ici quelques années, quand ce domaine, ça sera un peu plus développé sur le marché. Just think about it right now. Everything's okay. No matter where you find yourself. Et là, je tombe sur une annonce qui m'intrigue. Rédacteur pour une entreprise de spiritueux. Je me dis que finalement, valoriser des petites distilleries à travers le monde ou valoriser un patrimoine, ça se ressemble. Il s'agit au fond de mettre en avant le travail et la culture locale d'un pays chez une entreprise qui a l'air d'avoir une âme baroudeuse. Et puis j'adore écrire depuis toujours. Et bien c'est parti, je me lance dans une série d'entretiens interminables. Alors, après un entretien auprès de la directrice de communication, le rédacteur en chef, la RH, un article d'essai sur un whisky indien pour lequel j'ai dû faire des heures de recherche parce que je ne connaissais absolument rien au whisky, un test de dégustation et un entretien final avec le PDG, j'obtiens le poste. Néanmoins, il y a un élément qui m'inquiète. En fait, depuis le début de mes entretiens, on me dit qu'il faut que je fasse très attention au directeur, que son caractère est changeant et qu'il va falloir s'adapter à lui. Pourtant, pendant mes entretiens avec lui, mon entretien avec lui, les choses se déroulent à merveille, on échange même sur nos différents voyages, ça se passe très bien, il y a vraiment un échange qui se crée. Ce que je n'avais pas compris, c'est qu'il était en réalité dans l'un de ses bons jours et que le pire était à venir. Dès les premiers jours, je me retrouve à devoir lui soumettre 10 versions différentes d'un même article pour entendre toujours la même phrase « c'est nul, même un stagiaire ferait mieux ». J'avoue que je suis un petit peu étonnée parce que, au gré de mes expériences, j'ai quand même acquis une bonne plume, j'aime beaucoup écrire. Et là, tout lui paraît nul, mal écrit, mal fait, pas un seul point positif alors que je passe des heures et des heures et des heures de recherche. Je me dis que c'est un petit peu étrange de réagir de façon aussi extrême. Et puis je constate également que l'entreprise vit vraiment dans une ambiance de terreur. J'ai l'impression qu'on parle de lui comme du méchant ogre dans les contes. On raconte les roustes, les humiliations que se prennent de nombreux employés. On parle aussi de nombreux burn-out. Quand il passe, il y a un silence de mort. J'apprends que plusieurs personnes à mon poste ont démissionné successivement, dont une personne qui est toujours en arrêt maladie depuis plusieurs mois. Et en fait, à mon tour, je deviens entre guillemets malade. Je recommence à croire que je suis une incapable, je recommence à être nerveuse, parce qu'en fait, il réussit finalement à me faire croire que ce que je fais, ça n'est pas suffisant, ça n'est pas bien, ça ne sera jamais bien, qu'il aurait mieux fait de prendre un stagiaire ou un alternant. Et en fait, je rentre chaque soir, je pleure de nerfs, je me renferme comme une huître. Je me dis: «C'est pas possible, ça recommence». Plus le temps passe et moins j'ai l'impression que j'arrive à m'adapter au système. Je me dis que ça sera un cercle vicieux, sans fin. Mon conjoint et mes amis me disent que je suis de plus en plus irritable, que je ne sors plus, que je ne donne plus de nouvelles. En fait, en réalité, ce travail me mange tellement que je n'ai plus de place parce que je crois que je commence à devenir lasse et à me dire que tout simplement, il n'y a pas d'issue. Un midi, je sors d'un entretien avec mon directeur et alors que je lui avais livré la 5e version de mon texte, il me dit que finalement, ça n'est plus la peine de l'écrire, que ça ne sert à rien. Donc en fait, j'avais passé un temps incalculable de recherche sur un producteur de whisky taïwanais, un contenu très technique. J'avais passé énormément de temps à me poser la question de comment formuler telle phrase pour ne pas passer pour une imbécile finie. J'essayais vraiment à tout prix de le satisfaire et je pense que ça en devenait ridicule.
Et quand il m'annonce ça, il me regarde à peine dans les yeux et j'ai l'impression qu'il m'écrase comme un cafard, en fait, qu'on écrabouillerait sous son talon. Je sors, je fulmine, je décide d'aller marcher à midi. Je demande à ma thérapeute si je peux l'appeler et je lui raconte. Parce que c'est vrai que voilà, ces dernières années, je lui avais raconté la vraie lutte que je menais pour essayer de m'adapter au système professionnel et les questions que je me posais. Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient de l'entreprise? C'est très difficile en fait d'apporter une réponse à ça. Elle m'écoute attentivement et puis elle me met la puce à l'oreille. Elle me dit: mais pourquoi est-ce que vous ne travailleriez pas à votre compte? Vous aimez écrire, vous ne supportez plus les rapports hiérarchiques, vous n'arrivez plus à travailler en équipe. Et il est vrai que même si je suis de nature assez sociable, je n'arrivais pas à travailler en équipe, enfin du moins je n'arrivais plus, parce que je me sentais tellement vulnérable, en manque de confiance du fait de toutes ces expériences ratées, que je n'arrivais plus du tout à affronter le regard des autres. Lorsque ma thérapeute me suggère de me mettre à mon compte, ma première réaction est de me dévaloriser. Comment moi, Alice, je pourrais travailler à mon compte? Je suis censée être une incapable de m'organiser, incapable d'écrire correctement, incapable d'envoyer des mails. Et là, elle me dit une phrase qui va déclencher le début du processus. Qu'est-ce que vous avez à perdre? C'est vrai au fond. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Je ne suis pas une travailleuse forcée, je ne suis pas en prison, et même si je n'arrive pas à en vivre tout de suite, eh bien, je ferai des petits boulots à côté dans un premier temps. Je décide alors de sauter à pieds joints dans le grand bain. Et je démissionne au bout d'un mois seulement. Alors là, on me dit que je suis folle, que je renonce à un CDI dans une entreprise de renom, que je n'ai aucune résistance, un mois seulement, que combien de gens souhaiteraient être à ma place. Tant pis. Je ne les écoute plus, j'ai besoin de sortir d'un système qu'on m'impose et je le découvrirai plus tard, à l'instar de beaucoup de gens de ma génération. En fait, à ce moment-là, ça me met face à un questionnement qui est très intéressant. De pourquoi est-ce que c'est aussi mal vu de quitter un travail, de choisir de s'écouter soi? Alors bien évidemment, je parle du milieu de l'entreprise. J'ai été très soutenue par mes amis, par mon entourage, par mon conjoint notamment. Mais dans le cadre de l'entreprise, c'est extrêmement mal vu de quitter une situation stable, pérenne. Et je me rends compte que beaucoup de gens autour de moi sont confrontés au même jugement de valeur. En tout cas, pour moi, ce jugement de valeur, quel qu'il soit, il n'avait plus d'impact parce que je me rendais bien compte qu'il fallait que je me sauve, que j'étais en train de me noyer. Je décide donc de sauver ma peau et de me lancer dans l'aventure du freelance en tant que rédactrice dans le domaine du tourisme et de l'environnement. Je ne vous cache pas que les débuts ont été durs. Je suis d'abord tombée sur une personne assez malveillante qui a de nouveau tenté de me faire comprendre que je ne travaillais pas assez vite, pas assez bien, que je pinaillais sur les sous alors que j'avais beaucoup d'heures supplémentaires non payées et qu'il me semblait normal de les réclamer. En fait, ça m'a mis face à la réalité du monde freelance, cette première expérience. Parce que quand on est freelance, on est seul pour se défendre. On n'a pas de soutien RH comme dans une entreprise ou de conseils de collègues. Il faut apprendre à défendre son travail et à réclamer son dû. Ça, c'était vraiment une situation tout à fait nouvelle pour moi. Parce que ce qui caractérise le statut d'auto-entrepreneur, c'est bien la totale indépendance. On fait généralement ses propres devis, ses factures et il faut avoir l'assurance d'être payé à la fin du mois. Il faut savoir que contrairement aux salariés, tout ce que l'on fait, en fait, techniquement, quand on est freelance, la moindre minute est facturable. Parce qu'on n'est pas dans une dimension de contrat avec l'entreprise. On fonctionne vraiment avec une logique de devis qui sont émis chaque mois. On réalise en fait des missions qui sont parfois raccourcies ou prolongées. Ça peut être auprès de clients ponctuels ou de clients réguliers. Et
en fin de mois, on fait le compte de ce qui a été réalisé et on réclame un paiement, tout simplement. Et ce qui est compliqué, et ce qui a été compliqué dans le cadre de ce client-là, c'est que quand il y a des heures supplémentaires qui sont réalisées par rapport à ce qui est prévu à la base, eh bien, il faut réussir à obtenir son gain pour ces heures supplémentaires. Et là, en l'occurrence, ça n'est pas passé. Et en fait, pour moi, ça n'est tellement pas naturel de réclamer son gain comme ça, parce que je suis habituée à un salaire qui tombe en fin de mois en entreprise, sans se poser de questions. Et là, il faut que je rentre dans une nouvelle dynamique, c'est-à-dire qu'il faut que quand j'ai une personne comme ça qui refuse de me payer, il faut que j'explique que eh bien, tout travail mérite salaire, tout comme un salarié le ferait en entreprise. Et ça, c'est quelque chose auquel je me suis pas mal confrontée dans le cadre de mon travail de freelance. Et au gré des mois, il a vraiment fallu que j'apprenne à me défendre. Là, on en est au début de mon travail de freelance. C'est un petit peu compliqué pour moi, donc ça m'a pris pas mal de temps. Il a essayé de me manipuler, de me dire que je réclamais la moindre demi-heure, que ça n'était pas normal, à me parler, voilà, encore une fois, d'engagement, de croire à un projet, etc. Ça a été très, très, très difficile. J'ai fini par obtenir à peu près la moitié de ce que je devais obtenir, mais j'ai décidé de lâcher l'affaire parce que je m'épuisais et je me suis dit, bon, c'est pas grave, c'est une leçon que j'ai retenue. Maintenant, j'essaierai d'être plus prudente à l'avenir et surtout, 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 de faire signer des devis systématiquement. Mais d'un autre côté, j'ai commencé à avoir de plus en plus de commentaires positifs d'autres clients. Et ce qui m'a fait tenir la barre et arrêter d'ailleurs ma collaboration avec ce premier client, c'est la suppression de hiérarchie. Je n'étais plus forcée d'obéir à un ordre. Je n'avais plus ce rapport de patron-employé. J'avais vraiment un nouveau rapport de prestataire-client. J'étais d'égal à égal avec mes clients. Je me sentais mieux dans mes baskets. Et petit à petit, je me suis épanouie. Alors au début, je ne voulais pas croire les retours positifs. Je me disais que j'étais un escroc, que ça n'était pas possible qu'on me dise que j'écris bien, qu'il y avait anguille sous roche, voilà, que je suis créative, puisque ma scolarité, mais dans mes études, dans mon travail, on s'est focalisé sur les points négatifs. Ou peut-être que c'est moi qui me suis focalisée sur les points négatifs, que je ne voulais pas entendre les retours positifs parce que l'environnement ne me convenait pas. Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que le système à la française veut que l'on se concentre majoritairement sur les points négatifs ? Est-ce que c'est parce que j'avais un problème avec la hiérarchie, le fait de travailler en open space, d'être toujours exposée face aux autres ? Toujours est-il qu'en travaillant de chez moi, mon rapport au travail a changé du tout au tout. Aujourd'hui, je travaille notamment pour des marques engagées dans une démarche de développement durable, pour des structures touristiques qui sont à la fois respectueuses des cultures et de l'environnement. J'apprends plein de choses dans le cadre de mon métier parce que être rédacteur freelance, ça veut dire savoir être polyvalent. Donc, étant curieuse de nature, eh bien, je me suis intéressée à plein de nouveaux sujets comme la nutrition, le sport outdoor, l'événementiel. Ça, ce sont des choses que je n'aurais jamais cru aborder dans mon travail et en fait, ça me fait un plaisir immense de réaliser un travail quotidien sur de nouveaux sujets, d'apprendre plein de choses en matière de rédaction, mais aussi de création graphique, de communication, de mise en page, d'intégration web. Voilà, en fait, c'est vraiment un métier qui est à multiples facettes. Et moi, ça me plaît de ne pas rester figée dans un seul cadre. Donc en fait, je me dis que toutes ces expériences professionnelles que je considérais comme ratées m'ont apporté énormément. Parce que les différentes missions que j'ai exercées en entreprise, même si c'était extrêmement dur pour moi psychologiquement, j'ai quand même appris à faire des choses. J'ai appris en fait à accumuler différents savoirs et ces savoirs aujourd'hui me permettent d'être polyvalente dans le cadre de mon travail et de m'adapter à de nombreuses demandes différentes. Donc ça m'a au final offert une force que je ne pensais pas avoir en moi. Just think about it right now. Everything's
no matter where you find yourself. Je ne dirais pas que le stress, que la tension a entièrement disparu de mon travail, parce que c'est dans ma nature aussi d'être un peu nerveuse. Mais je dirais que lorsque ce stress apparaît, il n'est plus insurmontable comme avant. J'arrive mieux à le gérer, je suis maître de mon entreprise, maître de mon travail, je n'ai pas l'impression qu'une montagne va s'écrouler sur moi. Aujourd'hui, j'arrive à vivre de mon métier, à rédiger sur des sujets qui de plus en plus se rapprochent de mon domaine de prédilection. Au début, je vous l'avoue, j'ai dû rédiger des fiches techniques sur des aspirateurs, des robots mixeurs, voilà. Mais je me disais, je préfère passer par ces étapes-là. Je travaillais comme hôtesse à côté, comme babysitter, voilà. J'ai fait ce qu'il fallait pour pouvoir être mieux dans mon travail. Et puis, petit à petit, j'ai réussi à rédiger sur des sujets qui étaient vraiment pour moi un des sujets qui me tenaient à cœur. Et aujourd'hui, je réfléchis même à réintégrer l'entreprise, mais cette fois-ci avec de meilleurs outils en main, une carapace plus importante. Pourquoi pas faire une formation de psychologue en complément de mon activité actuelle pour aider les personnes en entreprise à mieux faire face au stress et à trouver par eux-mêmes les outils pour se défendre et pour s'intégrer. L'idée serait de leur proposer d'autres issues, d'autres voies et leur dire qu'en fait, tout simplement, il ne faut pas baisser les bras et s'écouter. Aujourd'hui, certes, je ne réalise pas le métier de mes rêves, du moins celui que j'idéalisais à la sortie de l'université, mais je dirais que je l'ai enrichi. C'est-à-dire que j'ai pris des morceaux du puzzle et j'en ai rajouté d'autres qui se sont formés de par mon expérience, bonne ou mauvaise, et finalement, je dirais que c'est ça qui compte. Je continue de regarder ce qui se fait dans le domaine du tourisme responsable et dès que je peux, je rédige des sujets dessus. Et j'espère pouvoir, au fil des années, vraiment me spécialiser là-dedans. Et c'est en train de se faire. Mais je sais qu'il faut aussi apprendre à être patiente. Et dans tous les cas, je me sens épanouie dans mon travail. Donc, je n'ai pas l'impression que c'est une contrainte au jour le jour. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important pour moi. Vous venez d'écouter le podcast de Ma Génération, l'émission dédiée aux problématiques de la génération Y. Les morceaux que vous avez écoutés sont les suivants. The Time to Run de Dexter Britain, Midnight Stroll de Ghost Drifter, Tender Remains de Miyu, Airwaves par Olivao, Running de Apsley, Feel Sorry de A Virtual Friend et Summer Spliff de Broke for Free. Les prochains épisodes seront consacrés à l'interview d'autres personnes de la génération Y qui nous livreront leurs témoignages. Vous aussi, n'hésitez pas à nous conter votre histoire et nous livrer les problématiques auxquelles vous faites face. Avez-vous effectué une reconversion ? Quitté votre entreprise pour construire votre projet professionnel ? Repris les études ? Je serais curieuse de le savoir. Pour cela, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse suivante: podcast.magénération, tout attaché, sans accent, @gmail.com. À très vite.